Bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre édition, notre dernier midi webinaire pour cette session-ci. Je m'appelle Magali Girard, je suis la directrice générale du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue pour ce midi webinaire qui va porter sur les données du recensement 2021, mais particulièrement sur les mesures relatives au sexe, à la naissance, au genre et à l'orientation sexuelle. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Roy et France-Pascal Ménard, tous les deux de Statistique Canada, pour nous faire cette présentation. Alors, en guise d'introduction, je vous présente Jean-François, qui est sociologue de formation, qui a aussi des études en santé des populations. Il est actuellement chef d'unité au Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion à Canada. Et France-Pascal Ménard, qui est également sociologue de formation, et depuis une dizaine d'années, France-Pascal est analyste principalement sur le recensement au Centre de démographie, et elle se spécialise sur la diversité de genre et les familles. Alors, c'est ça l'objectif pour nos midi-webinaires, c'est souvent de vous présenter des ensembles de données qui sont disponibles au SIX, comprendre le potentiel d'analyse, le potentiel de jumelage, puis c'est le moment de poser des questions à ce sujet. La formule est toujours la même. La présentation est enregistrée, puis il va être rendu disponible éventuellement sur notre chaîne YouTube. Puis pendant la présentation, qui est d'une durée de 25-30 minutes, je vous invite à utiliser la section le questions-réponses du Zoom ou encore le chat pour noter vos questions. Et puis à la fin de la présentation, on aura du temps pour répondre à vos questions. Puis, donc, c'est sûr que ça se termine vers 13 heures. Alors, je cède la parole à Jean-François et à France-Pascal. Merci pour votre présence. Merci. Je vais partager mon écran. J'arrive pas à voir si ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que vous voyez ma présentation? Ça va, on voit ma présentation? Oui. OK, oui. Merci, c'est bon. Donc, bonjour, merci de nous avoir invités pour vous présenter et discuter des travaux de Statistique Canada en matière de données sur le sexe à la naissance, le genre et l'orientation sexuelle. Comme on a dit, mon nom est Jean-François Roy, je suis accompagné de ma collègue France-Pascal Ménard. J'aimerais, avant de commencer, souligner qu'on est le 17 mai, qui est la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et aussi vous partager avec vous que Statistique Canada affirme le droit fondamental des personnes LGBTQI+, d'être traitées de manière équitable, digne et respectueuse dans l'exercice de leur libre choix en ce qui concerne leur corps, leur esprit et leur vie. Notre présentation va porter plus spécifiquement sur les aspects suivants et ça sera suivi d'une période de questions. Je vais vous présenter le contenu lié à l'orientation sexuelle et ensuite, je vais passer la parole à ma collègue France-Pascal qui va vous parler du contenu lié à la diversité de genre. Donc, puisque c'est un acronyme qui est quand même assez nouveau, ce que vous voyez à l'écran LGBTQ+, je vais juste dire que ça désigne des personnes aux deux esprits ou bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, ou qui utilisent un autre terme lié à la diversité sexuelle ou de genre. Une partie du mandat de Statistique Canada, c'est collecter les données qui permettent aux organismes et aux personnes dirigeantes de prendre des décisions informées en matière de politique, programmes et services. Donc, des changements législatifs qui comportent des dispositions qui sont spécifiques pour des groupes de population donnés. Par exemple, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou non-binaires, peuvent contribuer à des changements en matière de collecte de données à Statistique Canada. Le graphique qui est à l'écran, ça illustre justement quelques changements législatifs clés qui ont contribué à l'inclusion de collecte de données sur l'orientation sexuelle et la diversité de genre à Statistique Canada. Je vous invite à le consulter suite à notre présentation. La présentation va être disponible sur le site du CSSQ, puisqu'on ne va pas entrer en détail dans toutes ces petites choses-là. L'important, c'est plutôt de souligner que l'inclusion de questions dans les enquêtes, ça se produit dans un contexte dont fait partie les changements législatifs. Statistique Canada a exploré la possibilité de collecter des données sur l'orientation sexuelle dès les années 90. Par contre, à ce moment-là, les tests qu'on avait faits auprès de la population
avait démontré que les gens n'étaient pas prêts à donner ce genre d'informations dans le cadre d'une enquête sociale. En 2021, on a quand même collecté des données, pour la première fois, des données sur les conjoints de même sexe dans le recensement. Ça faisait suite à des changements législatifs sur le droit et obligations des couples de même sexe. Ces données-là, ce n'est pas l'équivalent, évidemment, de données sur l'orientation sexuelle, mais je le mentionne puisque c'était la première fois que Statistique Canada collectait des données liées à la diversité sexuelle. Peu après ce temps-là, d'autres tests ont été complétés dans les débuts des années 2000 pour évaluer encore une fois si c'était possible de collecter des données sur l'orientation sexuelle. Cette fois-ci, les résultats étaient positifs et Statistique Canada inclut pour la première fois, en 2003, une question sur l'orientation sexuelle dans une enquête sociale, plus particulièrement l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. De nos jours, il y a des questions qui se retrouvent dans plusieurs autres enquêtes, incluant des questions sur l'orientation sexuelle, incluant l'enquête sociale générale sur la victimisation, l'enquête canadienne sur le logement, l'enquête canadienne sur l'incapacité et aussi l'enquête auprès des peuples autochtones. Les changements légaux socioculturels, non seulement ça a un impact sur l'acceptabilité sociale à collecter des données sur l'orientation, mais aussi sur les mots qu'utilisent les gens pour décrire leur orientation sexuelle. Comme agence statistique, on doit s'adapter à ces changements pour nous assurer que les outils qu'on utilise pour collecter l'information emploient une terminologie qui est reconnue par la population, qui est respectueuse de la diversité et qui aussi capture la bonne information. Dans nos échanges avec nos partenaires, que ce soit les gens du milieu de la recherche, des secteurs non gouvernementaux, avec le public en général, on nous questionne souvent à savoir sur les manières qu'on utilise pour développer nos questions d'enquête et les autres outils comme les normes statistiques. Donc, je vais juste mentionner rapidement un peu à ce sujet-là que le développement de nos outils s'est basé sur des consultations et des tests qualitatifs, comme des groupes de discussion et des entrevues individuelles, qui sont faits pour valider la terminologie qu'on utilise et aussi la compréhension des questions auprès de la population. On s'assure aussi, quand on fait ces processus-là, d'avoir un éventail large de participants un éventail large de participants pour s'assurer qu'on a une diversité de points de vue et particulièrement s'assurer que les gens qui font partie des groupes concernés, donc exemple ici, ce serait les gens lesbiennes et bisexuels, sont consultés. Les résultats des consultations ensuite sont analysés. On essaie de voir les tendances pour déterminer aussi qu'est-ce qui va être possible d'intégrer à nos outils en s'assurant que les questions et les normes statistiques demeurent fonctionnelles. C'est un travail qui est compliqué parce que, de manière générale, nos équipes qui travaillent sur les données de population, comme l'orientation sexuelle ou la diversité de genre, on est des gens qui sont passionnés du sujet, puis on souhaite aussi que les questions et autres outils de recherche soient le plus inclusifs possible. Mais il faut toujours balancer ce qu'on peut inclure dans les questions des outils et la fonctionnalité au niveau là, de la recherche quantitative. De 2020 à 2021, justement, Statistique Canada a mené une consultation et des tests qualitatifs pour informer le développement d'une norme statistique sur l'orientation sexuelle et reviser notre outil de mesure. Alors, on a consulté des centaines d'organismes et de personnes qui ont participé à ce processus-là, incluant des personnes transgenres, non-binaires, LGBT+, personnes cisgenres, hétérosexuelles, personnes autochtones et de tous les groupes d'âge. La norme statistique et l'outil de mesure qui ont été développés suite à ces consultations-là sont présentement en cours d'approbation et vont être publiés à la fin de l'été 2023. Et il va aussi avoir un rapport sur les consultations publiques qui va être publié à ce moment. Ici, je vous présente l'évolution des questions qu'on a utilisées à StatCan pour mesurer l'orientation sexuelle. Vous voyez donc à gauche la première question qu'on avait développée. Ça peut changer des changements minimes, mais vous allez voir, c'est quand même des changements assez substantiels. En 2003, on avait 3 catégories de réponses. Et chaque catégorie incluait une définition qui était fondée, si on peut dire, sur les comportements sexuels. Donc, exemple, on disait hétérosexuel, c'était avoir des relations sexuelles avec des personnes du sexe opposé. On utilisait aussi le mot homosexuel pour se référer aux personnes lesbiennes ou gays. En 2018, une nouvelle question a été adoptée, qui a été révisée. On a entre autres enlevé les définitions fondées sur les comportements et on a ajouté une 4e catégorie, par contre, qui donne la possibilité aux gens qui ne sont pas hétérosexuels, lesbiennes ou gays ou bisexuels de décrire leur orientation sexuelle dans leurs propres mots.
En 2023, présentement, on a une question qui n'est pas encore approuvée, mais qui a été développée, donc une question revisée, dont les plus grands changements sont, entre autres, l'utilisation d'une langue épicène, donc non genrée. Si vous voyez avant, on adaptait le mot hétérosexuel en fonction du genre de la personne. Maintenant, si hétérosexuel, lesbienne ou gay sont accordés avec le mot « Quelle est votre orientation sexuelle ». Donc, un petit changement, mais qui se veut plus inclusif. On a aussi ajouté une définition du concept d'orientation sexuelle et ajouté le mot pansexuel à la catégorie bisexuelle. Je pourrais discuter plus longtemps de ça par la suite, mais juste noter que la décision d'ajouter pansexuel avec bisexuel est fondée sur le fait que dans les entrevues, dans les consultations, plusieurs gens qui sont bisexuels et pansexuels disaient utiliser les deux mots de façon interchangeable pour définir leur orientation sexuelle. Donc, si on voulait ajouter pansexuel, il fallait le combiner avec bisexuel puisque les deux mots n'étaient pas utilisés de façon mutuellement exclusive auprès de la population. Quand on utilise les données sur l'orientation sexuelle dans nos publications, on les rapporte de deux différentes manières. Vous voyez à gauche la classification en 4 catégories, où on peut rapporter des données sur les personnes hétérosexuelles, lesbiennes ou gays, bisexuelles, et la 4e catégorie, qui comporte les orientations autres qu'hétérosexuelles, lesbiennes, gays ou bisexuelles. C'est là où les gens, en général, ont écrit des réponses avec la 4e option, comme asexuel, queer ou scoliosexuel. Des réponses qu'on ne peut pas recoder comme étant l'équivalent d'hétérosexuel, lesbienne ou gay ou bisexuel. C'est absolument possible de rapporter les données spécifiques aux gens hétérosexuels, lesbiennes ou gays ou bisexuels dans nos publications, mais c'est très rare que la taille de l'échantillon va nous permettre de rapporter les données spécifiques aux gens d'autres orientations sexuelles. C'est ici que la classification de 2 catégories est intéressante, puisqu'on va inclure les gens qui ne sont pas hétérosexuels ou LGB à l'ensemble, à une catégorie qui recoupe là, les gens lesbiennes, gays, bisexuels ou orientations autres qu'hétérosexuelles. C'est aussi pratique, cette approche-là, parce que même si on parle des détails spécifiques aux différentes orientations sexuelles, donc on recoupe LGB ensemble, ça produit un échantillon plus large sur une seule catégorie et ça nous permet de faire des analyses intersectionnelles plus poussées parce qu'on a justement un plus grand échantillon. Ceci étant dit, notre priorité, c'est toujours de produire des données désagrégées pour représenter les expériences des différentes populations, donc, exemple, les gens lesbiennes ou gays et les gens bisexuels de façon séparée. Donc, lorsque c'est possible, on fait ce type d'analyse-là. La population LGBT au Canada, comme ailleurs dans le monde, est relativement petite. On estime en 2018 qu'environ 1 million de personnes, 4 de la population âgée de 15 ans et plus était LGBT au Canada. Ça pose certains défis quand on fait des enquêtes sociales, de rejoindre ces gens-là par l'entremise d'enquêtes. Donc, exemple, même quand on fait une très grande enquête avec un échantillon de 100 000 personnes, par exemple, on arrive habituellement seulement à avoir des échantillons de 1000 ou 1500 personnes LGBT+. Ça peut sembler un échantillon de très grande taille, mais avec 1000 ou 1500 personnes, on atteint rapidement des limites quand on cherche à faire des analyses intersectionnelles poussées. On peut facilement, par exemple, produire des résultats sur le salaire moyen des gens LGBT+, des femmes LGBT+, ou des hommes LGBT+, mais la fiabilité des données va diminuer assez rapidement quand on s'intéresse à des plus petits groupes, comme par exemple les jeunes femmes bisexuelles ou les hommes gays immigrants. Et dans d'autres cas, on ne peut simplement pas publier les données pour des populations plus petites, plus précises, par souci de qualité ou de confidentialité des données. C'est une situation qui pose un défi important, surtout qu'il y a une demande croissante pour les données intersectionnelles, tant au niveau du gouvernement que les autres utilisateurs de données. Et c'est une des raisons qui a poussé Statistique Canada à évaluer présentement la faisabilité d'inclure l'orientation sexuelle au prochain recensement. Mais malgré tous ces défis-là, on a publié au cours des 20 dernières années beaucoup de rapports statistiques sur la population LGBT et je vais vous présenter quelques données à ce sujet. La première à cette date, c'est sur le genre de personnes LGBT+ au Canada. Je vous soulignerai en premier lieu que les catégories hommes et femmes sont inclusives des personnes transgenres et cisgenres.
C'est les données de l'enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés qui ont été utilisées pour ces données-là. On voit qu'en 2018, il y a 52 des femmes LGB qui étaient des femmes, 44 qui étaient des hommes et 3 qui étaient des personnes non-binaires. Et Statistique Canada, on définit ça par des gens qui ont répondu ne pas être exclusivement un homme ou une femme. Ma collègue France Pascal va donner plus de détails à ce sujet dans sa section. Ce qui est le plus marquant, dans le fond, avec ces chiffres-là, c'est que la proportion importante de gens LGBT+, qui sont des personnes non-binaires, une proportion qui est vraiment plus élevée que dans la population totale générale des 15 ans et plus, qui serait 0,14 de gens non-binaires selon le recensement en 2021. Dans un sens, c'est pas étonnant parce que c'est probable que peu de gens non-binaires s'identifient comme étant des personnes hétérosexuelles. On remarque aussi que proportionnellement, il y a moins d'hommes parmi la population LGBT+, que dans la population générale, donc 44 ici, et c'est 49 d'hommes âgés de 15 ans et plus au Canada selon le recensement. Ce graphique-ci présente les données combinées de 4 cycles de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. On a utilisé cette approche-là pour justement avoir un plus gros échantillon pour obtenir une distribution d'âge plus précise. On peut voir qu'en 2015 et 2018, la population LGBT+ avait une structure d'âge plus jeune que celle de la population hétérosexuelle, mais que c'est particulièrement une tendance qui est dirigée par la population bisexuelle. Par exemple, on voit qu'il y a 36 des gens qui ont indiqué être bisexuels qui avaient entre 15 et 24 ans, comparativement à 14 des gens hétérosexuels et 18 des gens lesbiennes ou gays. Pour donner une autre idée, chez la population bisexuelle, la moyenne d'âge était de 38 ans entre 2015 et 2018. Elle était de 41 ans chez les personnes lesbiennes ou gays et 43 ans chez les personnes hétérosexuelles. Si on regarde ici les résultats concernant le revenu, on va marquer premièrement qu'entre 2015 et 2018, les femmes et les hommes bisexuels avaient un revenu d'emploi médian qui était significativement inférieur à celui des personnes hétérosexuelles, gays ou lesbiennes du même genre que le leur. Les résultats vont aussi montrer que les hommes gays avaient un revenu d'emploi médian inférieur à celui des hommes hétérosexuels, mais les femmes lesbiennes avaient un revenu similaire à celui des femmes hétérosexuelles. Ici, on voit des données de l'enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés qui a été fait en 2018. Et on voit avec ces données-ci que les personnes LGBT+ sont plus susceptibles que les personnes hétérosexuelles d'avoir vécu de la violence au cours de leur vie. Si on regarde plus précisément selon le genre des personnes et le type de violence, on voit que les femmes LGBT seraient plus susceptibles que tous les autres groupes d'avoir déjà subi au moins une agression sexuelle dans leur vie. C'est-à-dire depuis l'âge de 15 ans. Les femmes LGBT+ étaient aussi plus susceptibles que les femmes hétérosexuelles d'avoir déjà subi au moins une agression physique au cours de leur vie. De leur côté, les hommes LGBT+ étaient plus susceptibles que les hommes hétérosexuels d'avoir déjà vécu au moins une agression physique ou sexuelle au cours de leur vie. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue France Pascal. Merci Jean-François, bonjour. Donc maintenant, je vais vous présenter la façon dont Statistique Canada recueille et analyse l'information relative au sexe à la naissance et au genre. Puis je vais vous présenter quelques résultats sur la diversité de genre au Canada, principalement du recensement de 2021. Lors du recensement de 2016, Statistique Canada a reçu de nombreux commentaires en réaction à la question sur le sexe, qui était jugée trop exclusive parce qu'elle comprenait seulement les options de sexe masculin et sexe féminin. En parallèle, il y a eu plusieurs changements au niveau du gouvernement fédéral concernant le genre. Puis Jean-François en a mentionné certains, l'a montré sur le graphique historique. Donc, c'est dans ce contexte que Statistique Canada a développé de nouvelles questions et de nouvelles normes statistiques sur le sexe à la naissance et le genre, à la suite de nombreuses consultations et des tests qualitatifs. Ces nouvelles normes ont été publiées en avril 2018. Donc, le but était d'être plus inclusif
et de tenir compte de la diversité de genre au Canada, puis aussi de clarifier les concepts de sexe à la naissance et de genre. Et ces questions ont été testées lors du test quantitatif de 2019 du recensement auprès de 135 000 ménages canadiens. Le recensement donc de 2021 est donc le premier recensement à inclure une question sur le genre et à ajouter la précision à la naissance à la question sur le sexe. Et en avril 2022, donc l'année passée, le Canada a été le premier pays dans le monde à produire des données sur les personnes transgenres et les personnes non-binaires à l'aide d'un recensement national. Donc, on voit ici, à la gauche de l'écran, on retrouve la question sur le sexe qui était posée lors des recensements précédents. Et à la droite, ce sont les questions qui ont été incluses dans le recensement de 2021. On voit que la question sur le genre comporte 3 catégories: masculin, féminin et ou veuillez préciser. Les raisons principales pour lesquelles on demande de préciser la réponse plutôt que de proposer comme troisième option, par exemple, autre genre ou personne non binaire, ou encore de fournir une longue liste de genres non binaires. Donc, c'est, comme Jean-François l'a mentionné par rapport à l'orientation sexuelle, c'est pour permettre aux gens de décrire pleinement donc leur genre, d'utiliser leurs propres termes. C'est aussi pour accroître la qualité des données en réduisant le nombre de faux positifs. Donc, cette question est posée à toutes les personnes dans le ménage, peu importe leur âge. Puis quand on combine ces 2 questions, donc on appelle ça, c'est l'approche à 2 étapes. Donc, cette approche a été recommandée dans la littérature pour produire des données sur les personnes transgenres et non-binaires. Puis, elle a été aussi proposée à la suite des consultations des tests qu'on a menés. La variable modifiée donc de sexe au sexe assigné à la naissance en fonction du système reproducteur et d'autres caractéristiques physiques, alors que la nouvelle variable sur le genre réfère à l'identité personnelle et sociale d'une personne en tant qu'homme, femme ou personne non-binaire. Donc, grâce à cette approche, il nous est possible de tenir compte de la diversité de genre, donc qui comprend les personnes cisgenres, les personnes transgenres et les personnes non-binaires. Donc, on retrouve ici les définitions abrégées. Donc, une personne cisgenre, c'est un homme ou une femme dont le genre correspond à leur sexe à la naissance. Une personne transgenre, c'est un homme ou une femme dont le genre ne correspond pas à leur sexe assigné à la naissance. Puis, une personne non-binaire, comme Jean-François l'a mentionné, c'est une personne qui n'est exclusivement ni homme ni femme. Donc, qui est par exemple à genre, pangenre, queer, genre fluide, bispirituel ou qui a fourni une autre réponse faisant référence à la non-binarité de genre. Donc, on a ici les classifications qu'on utilise pour produire, analyser et publier les données. Donc, on a la classification du sexe à la naissance avec les catégories sexe masculin et sexe féminin. On a ensuite le genre avec 3 catégories, femmes, hommes et personnes non-binaires. Puis finalement, la classification qu'on dit, on a 6 genres, transgenres et non-binaires qu'on appelle aussi le statut de diversité de genre. Donc, cette classification comporte 5 catégories, hommes cisgenres, hommes transgenres, femmes cisgenres, femmes transgenres et personnes non-binaires. Puis, il nous arrive aussi de combiner certaines de ces catégories, par exemple, de comparer les personnes cisgenres avec les personnes transgenres et les personnes non-binaires. Donc, on combine les catégories transgenres et non-binaires. Cette classification, donc, est créée en combinant les 2 autres classifications. Donc, Statistique Canada a une autre classification du sexe à la naissance qu'on dit variante, qui comprend une catégorie intersexe. Donc, les personnes intersexuées présentent des caractéristiques biologiques qui ne sont pas strictement masculines ou féminines. Donc, jusqu'à maintenant, donc, il n'y a aucune enquête qui a collecté l'information sur les personnes intersexuées.
On n'a aucune, donc, on n'a pas encore de questions, on n'a pas encore développé de questions à Statistique Canada. Donc, cette catégorie est difficile à mesurer. Puis, lors des consultations qu'on a menées, on nous a dit que la plupart des personnes qui sont intersexuées ne le savent pas ou l'apprennent plus tard au cours de leur vie. Mais on a quand même commencé à se pencher sur la question, puis Jean-François va le mentionner un peu plus tard. Il y a plusieurs éléments qu'on doit considérer lors de la collecte, du traitement puis la diffusion des données sur le sexe à la naissance et le genre. Donc, depuis 2018, l'approche à 2 étapes a été introduite dans la plupart des enquêtes sociales. Donc, le genre doit être demandé maintenant par défaut. Et puis, le sexe à la naissance peut également être collecté, mais la collecte doit être jugée nécessaire. Donc, c'est le cas, par exemple, pour certains indicateurs démographiques ou de santé ou répondre aux besoins en données sur la population transgenre. Puis cette approche est compatible avec la directive du gouvernement canadien sur la modernisation des pratiques en matière d'information relative au sexe et au genre qui a été adoptée en 2018. Donc, la taille des populations transgenres ou non-binaires est assez petite, ce qui peut engendrer des enjeux de qualité et de confidentialité des données, comme l'a mentionné Jean-François là, par rapport à l'orientation sexuelle. Puis ça, c'est même dans le cadre du recensement. À des niveaux de géographie plus faibles, il n'est pas toujours possible de publier des données sur ces populations pour des questions de confidentialité. Donc, je vais passer maintenant aux résultats. Donc, en mai 2021, le Canada comptait environ 100 000 personnes transgenres ou non-binaires âgées de 15 ans et plus qui vivaient dans un ménage privé. Donc, ça représente environ une personne sur 300, donc 0,33 % de la population canadienne âgée de 15 ans et plus. Et puis, au sein de cette population, 31 donc, étaient des femmes transgenres, 28 étaient des hommes transgenres et 41 étaient des personnes non-binaires. Donc, ce nuage de mots présente plusieurs termes qui ont été fournis à la question sur le genre pour décrire la non-binarité de genre. Plus des 2/3 des personnes âgées de 15 ans et plus ayant précisé leur genre à l'aide de la réponse écrite. Donc, on a employé le terme non-binaire ou une réponse équivalente pour le faire. Ce qui veut dire que près d'1/3 des personnes non-binaires ont décrit leur genre à l'aide de d'autres termes que non-binaires, par exemple comme genre fluide, genre queer, genre neutre, bispirituel ou ni homme ni femme. La proportion que représentaient les personnes transgenres ou non-binaires était plus élevée au sein des jeunes générations, ce qui fait que les personnes non-binaires ou transgenres étaient en moyenne plus jeunes que les personnes cisgenres. La diversité de genre était plus marquée chez les personnes âgées de 20 à 24 ans, alors que près d'1 personne sur 100 au sein de cette tranche d'âge était transgenre non-binaire. Puis on se rappelle qu'au sein de la population âgée de 15 ans et plus, c'était 1 personne sur 300. Les personnes transgenres ou non-binaires vivent partout au Canada, mais on constate quand même certaines différences régionales. Donc, c'est l'Ontario qui comptait le plus grand nombre de personnes transgenres non-binaires. Bon, ça ne surprend pas, c'est la province la plus peuplée au Canada. Mais par rapport à leur population totale, c'est en Nouvelle-Écosse, au Yukon et en Colombie-Britannique qu'on retrouvait les proportions de personnes transgenres ou non-binaires les plus élevées. Puis parmi les provinces, c'est au Québec et en Saskatchewan où les proportions étaient les plus faibles. Voici un graphique à bulles qui représente les 41 grands centres urbains au Canada, les RMR, Régions métropolitaines de recensement, là, qui sont classés ici en fonction de la taille relative de leur population transgenre ou non-binaire. Donc, on voit par la taille des bulles que les 6 plus grands centres urbains du Canada, Toronto, Montréal, Vancouver, Ottawa-Gatineau, Edmonton et Calgary, comptaient le plus grand nombre de personnes transgenres non-binaires. Mais par rapport à leur population totale, c'est à Victoria, Halifax et Fredericton, en haut à droite,
où on retrouve les proportions de personnes transgenres non-binaires les plus élevées parmi les RMR. Donc, on peut expliquer ça par la structure par âge de ces RMR. Halifax et Fredericton affichaient des proportions de personnes âgées de 15 à 34 ans plus élevées que la moyenne nationale. Pour ce qui est de Victoria, elle a connu une forte croissance de ce groupe d'âge de 2016 à 2021. Puis les trois grandes, les RMR ayant la diversité de genre la plus faible se trouvaient tous au Québec, Saguenay, Drummondville et Trois-Rivières, donc en bas à gauche du graphique. Puis ce sont des populations qui sont généralement plus élevées. Donc, finalement, bon, quelques résultats relatifs aux expériences de violence. Donc, selon les données de l'enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés de 2018, les personnes transgenres ou non-binaires étaient significativement plus susceptibles que les personnes cisgenres d'avoir subi au moins une agression physique ou sexuelle au cours de leur vie, donc à partir de l'âge de 15 ans. OK, donc Jean-François, je te laisse continuer. Merci, France-Pascal. Donc, comme on a parlé un peu, bien qu'on a fait beaucoup de progrès et qu'on a publié beaucoup de résultats sur les populations de LGBTQ+ au Canada, on travaille toujours à améliorer les données pour avoir des résultats qui sont le plus représentatifs possible de la diversité au Canada, des expériences que les gens vivent selon leurs caractéristiques. Dans les travaux en cours et à venir, je l'ai mentionné, présentement, on est en train d'évaluer la faisabilité d'inclure une question sur l'orientation sexuelle au recensement de 2026. On va aussi diffuser une norme statistique sur l'orientation sexuelle au cours de l'été 2023. On évalue aussi la faisabilité, on va évaluer la faisabilité de collecter des données quantitatives sur la population intersexe au Canada, comme a mentionné un peu France-Pascal. Présentement, on n'a pas de données spécifiques aux populations intersexes. Donc, on va explorer à savoir si ça serait faisable par l'entremise d'enquête. On a aussi des travaux préliminaires sur la bispiritualité en collaboration avec des partenaires autochtones. Et aussi, on a plusieurs publications à venir sur les populations transgenres ou non-binaires qui vont utiliser les données du recensement 2021. Je vous invite, lorsque la présentation va être en ligne, à regarder les prochaines étapes qui incluent plusieurs liens vers des publications, des outils de référence pertinents là, pour les gens qui s'intéressent à la recherche de LGBTQ+. Sur ça, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, France-Pascal. Oui, bien, comme Jean-François l'a mentionné, on va rendre disponible, en fait, Jean-François et France-Pascal nous ont proposé de rendre disponible leur présentation sur notre site web. Alors, c'est vraiment apprécié. Puis ça va faciliter beaucoup le travail des chercheurs, justement, pour accéder aux différentes ressources là, que vous avez incluses à la fin de votre présentation. Bien, merci vraiment. Présentation très, très intéressante avec multiples possibilités d'analyse et de recherche. J'invite les gens à utiliser la section, là, comme je disais, questions-réponses ou le chat. Je vérifie les deux. Si vous avez des questions ou des commentaires que vous aimeriez partager. Peut-être en attendant que les questions arrivent, je voulais juste… en fait, ce que j'en comprends, c'est que ça va vraiment au-delà du recensement, là, des questions qui ont été ajoutées au recensement de 2021. C'est que c'est des normes, dans le fond, qui s'appliquent à la plupart des enquêtes sociales de Statistique Canada, ce que j'en comprends. Puis là, je m'excuse si vous l'avez déjà mentionné, ça m'a échappé, mais on parle d'à peu près combien d'enquêtes où est-ce que ces questions-là qui sont ajoutées ou qui seront ajoutées prochainement, c'est ça qui utiliserait ces questions-là? Bien, au niveau du genre, ben, c'est toutes les enquêtes là, sociales qui, maintenant, même l'enquête sur la population active, donc, adopter l'approche. Par contre, les publications continuent d'être faites en fonction du sexe, mais à partir de, je crois, l'automne prochain ou peut-être l'hiver prochain,
On va commencer à utiliser le genre aussi pour les publications. Donc, c'est parce qu'il se base sur, en fait, les données des estimations de la population. Puis, donc, qui est basé sur, c'est le recensement de 2016. Mais là, une fois que les estimations vont être ajustées au recensement de 2021, ben là, l'EPA va pouvoir aussi adopter le genre pour les publications. Mais oui, c'est vraiment toutes les enquêtes. Il y en a en fait très, très peu là, qui continuent à utiliser le. Seulement, je suis au courant d'une seule, là, en fait. Mais oui, c'est ça, 2018, là, c'est vraiment. C'est ça, on utilise C'est le genre vraiment par un défaut. gros pivot, là, parce que dans le fond, autant pour les chercheurs que pour le grand public, parce que du moment que c'est rendu disponible, ben, que ça va être demandé de plus systématiquement, c'est que ça, premièrement, ça multiplie, ça va augmenter la capacité de recherche sur ces questions-là, c'est certain. Puis aussi, ben, c'est tous les tableaux sommaires que vous présentez sur votre site Web. Ça va être plus facile pour le grand public ou les gens qui s'initient un petit peu aux données sur ces questions-là d'aller chercher l'information. Oui. Super. Juste si je pourrais répondre pour l'orientation sexuelle, juste parce que c'est un peu différent que Oui, pour le c'est ça, genre. je le sais, c'est ça. Oui. OK, non, mais désolé, je ne vais pas vous couper la parole. Non, allez-y, allez-y. Pour l'orientation sexuelle, comme France-Pascal l'a mentionné à Statistique Canada, un des principes de base, c'est qu'on ne collecte pas des données pour le plaisir de les collecter. Il faut qu'il y ait une raison, une demande, une utilité, que ça soit pertinent. Donc, l'orientation sexuelle n'est pas collectée dans toutes les enquêtes. Habituellement, c'est les enquêtes qui ont une dimension sociale où on peut s'attendre à ce que les expériences soient différentes, dans le fond, en fonction de l'orientation sexuelle. Ce qui fait quand même qu'il y a beaucoup d'enquêtes, comme je mentionné, tout ce qui touche à la victimisation ou aussi plusieurs enquêtes sociales générales. Je ne ferai pas le tour parce que je n'ai pas la liste avec moi, malheureusement non plus. Mais on tente de l'inclure de plus en plus et si elle était inclue au recensement, ça faciliterait aussi pour les gens qui se connaissent un peu plus en échantillonnage, d'avoir une base d'échantillonnage pour justement faire des enquêtes par la suite qui vont rejoindre directement les gens qui ont indiqué être LGB+, tandis que présentement, nos stratégies sont davantage de cibler, de suréchantillonner les gros centres urbains où on sait que les gens LGB+, sont plus susceptibles de vivre, qui est quand même moins efficace que si on avait une base de base, je me répète, là, mais ça avait un point de départ. Et on n'a pas encore de normes statistiques, là, c'est justement elle est en développement, tandis que pour le genre et le sexe à la naissance, les normes sont présentes. Est-ce que vous êtes au courant de d'autres agences statistiques dans le monde? Je comprends que StatCan, on est les premiers qui vont arriver avec des questions comme ça pour permettre des comparaisons internationales? Oui, bien. Orientation sexuelle ou identité de genre, excuse-moi, France-Pascal. Oui. Non, mais c'est ça. Au niveau du genre, oui, il y en a d'autres. Par exemple, au Royaume-Uni, donc leur recensement de 2021, donc comprenait une question sur l'identité de genre, donc c'est un petit peu différent. La Nouvelle-Zélande, leur recensement de 2023 aussi, donc ils sont en milieu de collecte, là. Donc, adopter la même approche que nous, donc l'approche à 2 étapes. Oui, aux États-Unis, c'est plutôt des enquêtes, c'est le Household Pulse Survey. Donc, c'est pas tout à fait l'équivalent, mais oui, il y a d'autres pays comme ça. Il y a la Belgique aussi, c'est plutôt une enquête, mais je ne me souviens plus laquelle exactement, là. Mais ouais, puis l'orientation sexuelle, je te laisse répondre, Jean-François. Oui, je ne vais pas me tromper, donc je vais limiter ma réponse parce que on a travaillé beaucoup là-dessus dans la dernière année, justement, pour avancer vers tester l'orientation sexuelle au Canada. Ce que je peux dire, c'est que présentement, l'Irlande du Nord a publié ses résultats. Ils avaient inclus l'orientation sexuelle dans leur dernier recensement et les résultats ont été publiés. Si je ne me trompe pas, il y a aussi l'Angleterre qui l'inclut dans ce recensement et l'Écosse et les Pays de Galles. C'est bien ça, France-Pascal? Oui, l'Écosse aussi, oui. 2022, oui. La Nouvelle-Zélande aussi l'a incluse.
et l'Australie considère l'inclure dans son prochain recensement. Okay. Donc, Il va avoir lieu jusqu'au même temps que nous. OK. Donc, on peut déjà faire quelques comparaisons, mais Ouais. qu'avec les Oui, 3-4 années à venir, ça va se multiplier. exactement. Et quand je parlais tantôt de l'opération délicate à intégrer des commentaires de la population sur les questions puis qu'est-ce qu'elle aimerait voir, c'est toujours limité, entre autres, exemple, présentement, la question qu'on va utiliser pour l'intention sexuelle est comparable à celle qui est utilisée dans ces autres pays. Donc, on peut établir des comparaisons de proportions et aussi de résultats, là, que ce soit économique ou tout autre domaine. Mais si on, exemple, ajoutait plusieurs autres catégories, si on développait une question où vous pouvez choisir plus qu'une réponse, là, ça deviendrait assez compliqué à établir des comparaisons. Donc, il y a toujours cette espèce de balance. Avoir une question qui est plus inclusive, mais qui en même temps est comparable non seulement avec les autres pays, mais aussi dans le temps à Statistique Canada, donc pour permettre de voir l'évolution du salaire, de la participation au marché du travail et tout ça. C'est assez compliqué. Oui, j'en doute pas, j'en doute pas. Ben, il est pratiquement 1 heure, alors je vais conclure comme ça pour vous remercier vraiment encore une fois, Jean-François et France-Pascal. Présentation fort intéressante avec plein de possibilités d'analyse au SIX ou dans d'autres centres de données de recherche aussi à travers le pays pour les chercheurs. Merci beaucoup, puis je vais vous souhaiter un bel après-midi. Merci à vous, puis merci à tout le monde. Merci. Merci.